Tout ce que j'espère, c'est que vous m'accordiez le bénéfice du doute. Quelle indignité. Moi j'ai le cœur qui saigne. C'est pas une Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Bas les masques, la chronique qui décortique les discours politiques. Quels procédés rhétoriques sont employés, quelles idéologies se dissimulent derrière les mots, quelles émotions sont mobilisées pour susciter notre adhésion. Après cette chronique, vous n'écouterez plus jamais les discours politiques de la même façon. Alors aujourd'hui, nous allons vous parler du dog whistling, une arme politique aux enjeux éthiques et démocratiques. Nous allons également aborder la communication de Tom van Grieken, le président du Vlaams Belang, un parti politique d'extrême droite en Belgique, ainsi que de l'utilisation du terme homevolking ou repeuplement en français dans ses discours. Je m'appelle François Debraille, je suis accompagné de Marie. Bonsoir. Vous avez peut-être déjà entendu parler du dog whistle, ce fameux sifflet à ultrasons que seuls les chiens peuvent entendre. En politique, c'est un petit peu la même idée. On parle à tout le monde, mais certaines personnes vont percevoir un message plus précis que d'autres. C'est ce qu'on appelle le dog whistling, une technique de communication où les mots semblent anodins au premier abord, mais cachent en réalité un sous-texte destiné à un public d'initiés. L'astuce, c'est jouer sur l'ambiguïté. Un discours peut vous sembler neutre ou sembler neutre à la majorité, mais résonner fort chez une minorité qui en comprend le code. Et c'est pas nouveau. Au début du XXe siècle, des figures de l'antisémitisme comme Édouard Drummond ou Charles Maurras utilisaient des termes comme habitant, comme intouchable ou innommable pour désigner la communauté juive, histoire d'éviter les accusations directes. Aujourd'hui, le dog whistling, il s'est modernisé. Il s'infiltre sur les réseaux sociaux et joue avec des symboles. Un exemple frappant, l'emoji d'un arbre peut être détourné pour désigner la population d'origine maghrébine, en raison de sa proximité phonétique. Arbre, arabe. Plus insidieux encore, l'emoji parfait. Vous voyez, celui où le pouce et l'index forment un cercle. Il peut être utilisé pour faire référence aux lettres W et P de White Power. Mais attention, le dog whistling, ce n'est pas seulement une technique utilisée par l'extrême droite pour répandre des discours racistes ou des discours de haine sans être inquiété par des amendes. Le dog whistling sert aussi à mobiliser des électeurs, à fédérer des communautés et peu importe le bord politique. Son but reste toujours le même, faire passer un message fort à certaines personnes tout en gardant une façade de neutralité pour le grand public. Habile. Alors, vous pensez comprendre tout ce que vous lisez sur les réseaux sociaux ou tout ce que vous voyez à la télévision. Détrompez-vous. Des chiffres, des symboles, mais pas par hasard. Prenons un autre exemple, simple. 88. Pour vous, c'est peut-être juste un nombre, ou tatoué sur un bras, ça peut être une date d'anniversaire. Que vous êtes gentil. Mais pour certains, c'est un message. Pourquoi ? Parce que la lettre 8 de l'alphabet, c'est le H. Donc 88, HH. Alors, nous n'allons pas le dire. Vous l'avez compris, c'est un salut nazi à celui dont nous ne prononcerons pas le nom. Autre code bien connu, les triples parenthèses, comme écrit sur certains blogs. Ces 3 parenthèses qui vont entourer le pronom « il ». Ce code est utilisé pour suggérer, sans jamais l'écrire noir sur blanc, suggérer que la communauté juive, il donc, tirerait les ficelles du pouvoir. Les parenthèses renvoient à leur influence sur la société. Plus il y a de parenthèses, plus leur influence serait importante. Flippant, non ? Mais le dog whistling, ce n'est pas que des symboles. C'est aussi des références culturelles qui passent crème auprès d'un public ciblé. En 2008, Barack Obama parle de « American Dreams that are being deferred ». Pour beaucoup, c'est une phrase classique, simple. Mais pour les électeurs afro-américains, c'est un écho direct au poème de Langston Hughes. Et quand il réplique « They try to bamboozle you, hoodwink you », en fait, il reprend mot pour mot une scène culte de Malcolm X jouée par Denzel Washington. Un message limpide pour celles et ceux qui ont la ref. Et aujourd'hui, ça continue, bien sûr. Je vous propose d'écouter un extrait audio de Gérald Darmanin au micro d'Apolline de Malherbe. Je pensais qu'on était sur CNews, mais en fait, on est bien sur BFM. Mais je vois pas le rapport. Vous ne dites pas non plus, et ça c'est terrible. Parce que vous ne dites pas non plus. Mais je vois pas le rapport. La baisse. Est-ce que vous me laissez parler, madame ? Je parle en l'occurrence des atteintes aux personnes. Non, mais votre présentation, elle est très rapide et un peu populiste. Bon, et c'est la difficulté. Allez-y, essayez de démontrer l'inverse. l'inverse. Non, mais vous vexez pas, calmez-vous. Ce sont vos chiffres. Non, mais calmez-vous, madame, ça va bien se passer. Aujourd'hui, il y a une baisse de 30%.
Ça va bien se passer. Il va bien se passer. Non, mais il y a Gérald 30% Darmanin, de attendez, baisse. pause. Oh, je vous demande pardon. Comment Ça vous va bien parlez se passer, madame. Vous allez voir. Mais il y a c'est quoi le 30%. problème Il y a 30% de baisse sur les biens. Moi, j'en ai marre des discours populistes toute la journée. Populiste, ce sont vos chiffres. Mais Ils non, sont mais tirés du site du ministère de Vous l'Intérieur. n'évoquez même pas la baisse des biens, la baisse des cambriolages. Je vous ai immédiatement dit que je m'adressais à vous. Vous l'avez repéré ? Ou c'était peut-être juste une phrase banale ? Enfin, banale, c'est une phrase agressive et insultante. Je le cite. « Ça va bien se passer ». Cette expression est souvent utilisée dans les milieux antiféministes et virilistes. Résultat, tollé immédiat parmi celles et ceux qui ont capté la référence. Critique, mais aussi soutien de certains milieux et des fins fonds de l'Internet. Même stratégie du côté de Jordan Bardella, dans un débat avec Olivier Faure et Gabriel Attal en juin 2024, avant les élections législatives. Nous l'écoutons. Rappelez-vous de l'époque où on disait, à l'entrée des bistrots, Jean Moulin est de retour. Italien interdit aux chiens et aux Italiens. Oui, vous devriez vous en rappeler. oui, bien sûr. Ça devrait vous dire quelque chose. Le Jean Moulin de... Et vous aussi, vous devriez avoir la mémoire de ce pays qui vous a accueilli comme j'ai été moi-même. Ma mère a été accueillie dans ce pays parce qu'elle venait de quelques milliers de kilomètres plus loin. Très bien, monsieur Faure. Non pas monsieur très bien. Ce que je dis là, c'est ce que pensent des millions de Françaises et de Français. Attaquer, critiquer. Jordan Bardella reprend l'expression « ben voyons ». Une phrase typique de qui ? D'Éric Zemmour. Officiellement, rien à voir avec lui. Officieusement, ça envoie un signal à ses électrices et à ses électeurs. Votez utile, votez pour moi. Nous partageons les mêmes idées, le même programme. Coïncidence ? Pas vraiment. L'idée, c'est d'élargir son audience sans jamais dire clairement qu'on courtise un autre camp. Et parfois, le dog whistling se cache là où on ne l'attend pas du tout, dans la pop culture. Vous connaissez les dragons célestes dans One Piece ? Dans l'univers du manga, ce sont des élites intouchables, descendants des rois fondateurs du gouvernement mondial. Sur les réseaux sociaux, ce terme a été récupéré pour viser les personnes de confession juive, encore une fois. Ce genre de référence fonctionne parce qu'elle reste incompréhensible pour celles et ceux qui ne maîtrisent pas le double sens. Alors pourquoi ça marche ? Le dog whistling, c'est un outil de communication ultra efficace. Il permet de mobiliser des groupes, d'influencer en douce et surtout d'éviter les sanctions et les amendes. Derrière une façade neutre, il va créer du lien, il va renforcer les communautés, il va polariser les débats. Bon, maintenant qu'on a compris comment fonctionne le dog whistling, il est temps de se poser la question qui fâche. Comment fait-on pour le détecter ? Et là, ça se complique. Le gros problème avec cette technique, c'est son ambiguïté. Puisque les messages sont codés, comment savoir si une personne utilise réellement le dog whistling ou si c'est juste une coïncidence ou une maladresse ? Est-ce que c'est un clin d'œil assumé à une idéologie raciste, à l'extrême droite, à une communauté précise ? Ou bien est-ce une lecture trop poussée d'un simple mot ou d'une phrase anodine ? Et là, c'est le casse-tête. Parce que sans preuve tangible de l'intention derrière un choix de mots, difficile de trancher. Imaginez, on vous accuse d'envoyer un message caché, mais vous dites que ce n'est pas du tout le cas, pas du tout votre but. Et qui croire ? Ce flou, il va créer une zone grise où il est facile de nier toute intention malveillante. Rappelez-vous d'Elon Musk lors de la journée d'investiture de Donald Trump en janvier 2025. On l'écoute. And I just want to say thank you for making it happen. Thank you. My heart goes out to you. Pas la peine de revoir ces images qui ont fait le tour du monde. Un salut nazi, exprès, pas exprès. Lui, en tout cas, il s'en défend. Et les milieux d'extrême droite ont tout de suite réagi. Mais attention, Darmanin, Bardella, Musk, ok, on est bien d'accord. Mais après, il ne faut pas non plus voir du dog whistling partout. Si nous commençons à suspecter chaque mot, chaque tournure de phrase, nous risquons de tomber dans une paranoïa où tout devient suspect. Ce serait totalement contre-productif. Et surtout, ça décrédibiliserait les vraies alertes sur cette pratique, les vrais débats de fond sur les candidates, sur les candidats, sur le programme, par exemple. Et ce programme, il mérite également toute notre attention. Alors, ne nous laissons pas distraire. Car, ne nous y trompons pas, le dog whistling, ce n'est pas juste un petit jeu de mots subtil. Son impact sur le débat politique est bien réel et dangereux. Pourquoi ? Parce qu'il va brouiller les échanges. Il va empêcher une compréhension claire des idées. Quand on cache des idéologies extrêmes sous des termes vagues, comment les citoyennes et les citoyens peuvent-ils juger en toute conscience des propositions politiques ? Et ce n'est pas tout. En jouant sur les non-dits,
Le dog whistling, il alimente la polarisation de la société. Il renforce les stéréotypes, il attise les tensions et va dresser les communautés les unes contre les autres, tout en évitant de rendre des comptes. C'est un outil puissant pour diviser et manipuler, souvent sous couvert d'innocence. Alors, que faire ? Face à cela, il est essentiel de rester vigilant. Ne pas tomber dans la parano, d'accord, mais ne pas non plus se laisser duper par les discours trop bien calibrés. L'enjeu, c'est de garder des débats transparents, inclusifs et responsables, où chaque mot assume pleinement sa portée. Parce qu'un débat démocratique sain, c'est un débat où les idées sont exprimées clairement et pas en langage codé. Pour conclure, ouvrez l'œil, ou plutôt, tendez l'oreille. Mais les gens sont dégoûtés de ça. Il y a des colères qui sont parfaitement saines. Parce que c'est notre projet! Ce n'est pas vrai ce qu'il dit. Ça n'a aucune chance de réussir. Vous écoutez Bas les masques, la chronique qui décortique les discours politiques. Alors à présent, Marie, tu vas nous parler de l'évolution du Vlaams-Belang, ses stratégies de communication, notamment à travers une vidéo bien particulière de son président, Tom Van Grieken. Grâce à une véritable mise en scène théâtrale digne d'une production de campagne électorale et cassant les codes de la communication politique traditionnelle, souvent explicative et parfois trop longue, Tom Van Grieken a su mobiliser 5000 voitures pour une manifestation qui représente une démonstration de force de son parti en pleine réémergence. Comment ? En 1 minute 35 seulement. En septembre 2020, après plusieurs mois de négociations infructueuses et sous la pression de la pandémie de Covid-19, le gouvernement belge parvient enfin à un accord. Cette coalition, la Vivaldi, regroupe 7 partis wallons et flamands. Le PS, le CDNV, l'Open VLD, le MR, Vooruit, Ecolo et Groen. Un parti, laissé hors des négociations, n'est pas satisfait de ce nouveau gouvernement, qui serait minoritaire au nord du pays. Ce parti, c'est le Vlaams-Belang. En Flandre, le Vlaams-Belang et la N-VA ont recueilli 48,2% des voix des Flamands lors des élections fédérales de 2019. Tous deux défendent des positions nationalistes flamandes et conservatrices. Le Vlaams-Belang est néanmoins systématiquement exclu des négociations gouvernementales en raison du cordon sanitaire, une barrière politique mise en place pour isoler ce parti, jugé extrémiste pour ses positions sur l'immigration et son nationalisme radical. Quant à la N-VA, bien qu'elle soit le premier parti en Flandre, elle n'est pas rentrée dans le gouvernement, la coalition fédérale étant incompatible avec ses priorités politiques. La coalition Vivaldi, bien que majoritaire à l'échelle nationale, ne reflète pas les choix électoraux de nombreux Flamands. Bien que légitime du point de vue constitutionnel, ce gouvernement est perçu comme minoritaire au nord du pays, alimentant un sentiment de mécontentement et de marginalisation chez une partie de l'électorat flamand. Cette perception d'exclusion et de marginalisation alimente la popularité du Vlaams-Belang, dont les positions nationalistes et radicales séduisent une part croissante de l'électorat flamand. Mais finalement, qui est le Vlaams-Belang ? Le Vlaams-Belang, anciennement Vlaams-Blok, c'est un parti flamand classé à l'extrême droite, prônant le nationalisme flamand et l'indépendance de la Flandre. Tom Van Grieken, l'actuel président, a été nommé à la tête du parti en 2014, alors qu'il n'avait pas 27 ans. Il arrive au pouvoir au moment propice. Le parti se meurt, n'a plus qu'une poignée de députés et a un besoin vital de renouveau. Van Grieken, entouré d'une équipe jeune et inexpérimentée, parvient à insuffler un nouvel élan. Le pari ? Une stratégie axée sur les réseaux sociaux. Des milliers d'euros sont investis dans ces plateformes pour moderniser l'image du parti et toucher un public plus large, notamment les jeunes. Et ça paie. Les chiffres ne cessent de grimper jusqu'à atteindre 500 000 followers sur la page Facebook et près de 100 000 sur la page Instagram. Van Grieken, à lui seul, rassemble environ 90 000 followers sur la page Instagram et 74 000 sur TikTok, deux plateformes prisées des jeunes. Une autre figure clé du parti, Dries Van Langenhove, est également influente en ligne, cumulant près de 85 000 abonnés sur TikTok et 72 000 sur Instagram. D'après Iko Mali, analyste et expert en culture, enseignant les médias numériques et la politique à l'université de Tilburg, cette stratégie numérique permet à l'extrême droite de bâtir une vaste communauté hautement mobilisable en utilisant habilement les codes des plateformes sociales pour accroître leur audience et leur influence. C'est dans ce contexte qu'intervient l'événement marquant de septembre 2020.
Pour montrer son mécontentement face au nouveau gouvernement, Tom Van Grieken appelle à une manifestation le 27 septembre à Bruxelles. Il a fait cet appel à travers une vidéo YouTube sobrement intitulée « 27/9, manifestation à Bruxelles, pas mon gouvernement ». Plongeons-nous maintenant dans cette vidéo. Fermez les yeux et imaginez. Tom Van Grieken, seul, éclairé par un simple projecteur mettant l'accent sur son visage, soulignant chaque expression et renforçant l'idée que le message qu'il porte est sérieux et important. Il crée une proximité émotionnelle en s'adressant directement à vous, son spectateur. Il porte une tenue très élégante, un ensemble tailleur-pantalon noir ou du moins sombre, reflétant une esthétique soignée et chic qui s'inscrit dans la culture des partis d'extrême droite, souvent attachés à projeter une image de discipline et de raffinement. Il est seul à s'adresser à ses partisans, comme si lui seul représentait le Vlaams Belang. Il est la personnification du parti. Dans sa voix, il est calme, posé, mais n'hésite pas à mettre de l'intonation sur certains mots pour insister. C'est insuffisant. Donnez un signal. We moeten een signaal geven. Il parle avec les mains. Il semble dans une posture ouverte à son interlocuteur. Tout d'un coup, la musique monte d'un cran. Tom Van Grieken est illuminé par des phares de voiture derrière lui. Pile au moment de cette phrase. Rouler vers Bruxelles. We gaan met zoveel mogelijk voertuigen tegelijkertijd naar Brussel rijden. Want het gaat over veel meer dan een regering vormen. Tout d'un coup, l'idée abstraite d'une manifestation devient très concrète et visuelle. Les voitures vont rouler sur la capitale. On passe d'un homme seul dans une pièce à un groupe, un collectif puissant et menaçant. La caméra recule, elle permet de donner un impact à ses paroles. Il y a un shift émotionnel. On passe de la peur et de la tristesse d'une personne isolée à une volonté collective d'agir, de changer, de manifester. Ça y est, le plan du parti est clair. Faire une démonstration de force, aller à Bruxelles en voiture afin qu'on ne puisse pas leur reprocher de ne pas respecter les mesures Covid. Mais pourquoi faire au juste? Et avec une musique de plus en plus forte, il explique. Il joue avec le futur de la Flandre, le futur de nos enfants et de nos petits-enfants. Ze spelen met de toekomst van ons Vlaanderen, met de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen. À travers cet anaphore, il explique que ce nouveau gouvernement met en péril l'avenir de leur nation. Il crée un climat de peur et d'anxiété. Il suscite une peur que tous peuvent être amenés à vivre, la peur pour les siens. Il insiste, c'est si important. Allez en masse le 27 septembre à Bruxelles. Daarom is het zo belangrijk dat we op 27 september massaal naar Brussel trekken. Et là, derrière lui, sont brandis des drapeaux flamingants. Il ne fait pas appel qu'à ses partisans, il fait appel à tout le nord du pays. Il fait appel au nationalisme symbolique et touche l'identité des Flamands. Tom Van Grieken est là, dans une pièce entourée de ses partisans. Malgré ses bras croisés, il a l'air plus confiant que jamais. Il parle. Ce n'est qu'alors que l'élite politique écoutera enfin les Flamands ordinaires. Want enkel zo zal die politieke elite eindelijk luisteren naar de gewone Vlaming. Il utilise l'élite politique comme un moyen de se séparer d'eux, des leaders. Utilise ce biais de proximité pour se permettre d'être identifié à une personne du peuple qui n'est pas comme ses dirigeants et qui est également méprisée par eux. Sa dernière phrase, certainement la plus choc de sa vidéo, n'est autre que « Un gouvernement sans majorité flamande ne sera jamais mon gouvernement ». Want de regering zonder Vlaamse meerderheid zal nooit mijn regering zijn. Au-delà d'une simple déclaration, cette phrase est devenue un véritable slogan, un signal de rassemblement. Le jour de la manifestation, le bus de Tom Van Grieken arborait fièrement ces mots « Pas mon gouvernement ». À travers cette déclaration, il invite tous les Flamands, au-delà de ses seuls partisans, à refuser de reconnaître ce gouvernement. Les véhicules commencent à vrombir, c'est le signal de départ. La vidéo est très courte, seulement 1 minute 35, mais c'était suffisant. Elle cumule à ce jour plus de 340 000 visionnages. Tom Van Grieken a réussi à faire passer un message, a réussi à appeler à une manifestation, et ça fonctionne. 5000 voitures aux portes de la ville. Van Grieken récolte les fruits de cette campagne acharnée menée sur les réseaux sociaux, à travers les vidéos courtes, ne cherchant pas à convaincre par des arguments complexes, mais à capturer l'attention et susciter une réaction émotionnelle forte. Par ailleurs, cette vidéo sera suivie d'un after-movie, reprenant les codes des partis nationalistes, avec des personnages de tout âge arborant des drapeaux flamingants. D'après Baptiste Tupin, dans une interview de la RTBF, le Vlaams Belang ferait appel à une iconographie très présente dans l'Amérique de Trump, dont les campagnes servent d'inspiration au parti. D'ailleurs, les drapeaux flamingants
Représentant un lion complètement noir des griffes à la langue, devenu pendant l'entre-deux-guerres le symbole du mouvement radical, sont omniprésents lors des rassemblements du Vlaams-Belang. Ces drapeaux rappellent directement ceux brandis lors des meetings de Trump, renforçant le parallèle entre les deux univers politiques. Peut-être que c'est grâce à cette campagne acharnée sur les réseaux sociaux que lors des élections fédérales, régionales et communales de 2024, le Vlaams-Belang devient presque un incontournable de la sphère politique flamande et décroche son premier majorat dans la ville de Ninove. Finalement, le choix de la date pourrait prêter à questionnement. Le 27 septembre, date choisie par le Vlaams-Belang pour leur manifestation, a une réelle signification dans l'histoire de la Belgique. Le 27 septembre 1830, la Belgique livrait une bataille très importante contre les Néerlandais, qui jusqu'alors dirigeaient le territoire. Peu après cette victoire, la Belgique est née et pendant quelques années, le 27 septembre fut la date officielle de la fête nationale. Le choix de cette date peut prêter à questionnement. Est-ce un pur hasard ou une tentative de récupération symbolique visant à utiliser l'histoire pour servir la cause nationaliste flamande? Ou bien pour faire un clin d'œil direct à la fête de la communauté française, célébrée chaque année le 27 septembre, afin de rappeler les idées séparatistes du parti. En tout cas, ce parti semble prendre de plus en plus d'ampleur sur la scène politique belge, et si, jusqu'à présent, les répercussions sont minimes, notamment grâce à la présence de la NVA et le maintien du cordon sanitaire au gouvernement fédéral, il est légitime de se questionner quant à l'avenir de ce parti d'extrême droite et ses résultats électoraux futurs. Et je rappelle, quand ce n'est pas autorisé, ce n'est pas permis. J'ai fixé un cap clair. You are fake news. Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Restez avec nous pour cette troisième partie de notre chronique Bal et Masque, la chronique qui décortique les discours politiques. À présent, nous allons nous intéresser à un phénomène qui prend de l'ampleur dans le débat public, l'influence des théories du complot dans les discours d'extrême droite. Et parmi elles, il y en a une qui revient régulièrement, notamment dans la rhétorique du Vlaams-Belang en Belgique, la théorie du grand remplacement. Cette théorie complotiste repose sur l'idée qu'il existerait un plan délibéré, un plan orchestré par des élites politiques et économiques pour remplacer les populations européennes par des immigrés, principalement des personnes musulmanes. L'objectif de ce supposé complot, détruire l'identité occidentale, détruire sa culture, ses traditions et ses valeurs. Si cette théorie extrémiste et complotiste ne tient pas la route et que différentes études démographiques et sociologiques la rejettent fermement, en Belgique, le Vlaams-Belang la reprend et l'adapte pour son propre agenda politique. Omvolking, c'est le terme employé, ce qui signifie en français repeuplement. Ce terme, qui a des origines dans la rhétorique nazie, sous-entend que l'immigration ne serait pas un simple phénomène démographique, mais bien une entreprise organisée de destruction de l'identité flamande. Ce discours, il sert à mobiliser un électorat inquiet, en lui faisant croire que son identité, que son mode de vie serait menacé. Il permet aussi de légitimer des politiques ultra-identitaires, comme des mesures natalistes visant à protéger la population flamande ou de légitimer des restrictions extrêmes sur l'immigration, sur les droits fondamentaux de certaines personnes. Mais surtout, ce récit, il fonctionne parce qu'il repose sur un triptyque très simple à comprendre. Premièrement, nous avons les élites politiques, belges et européennes, qui sont présentées comme les responsables du problème, sont accusées d'organiser ou de faciliter ce prétendu grand remplacement. Deuxièmement, les populations immigrées et francophones, qui sont désignées comme une menace directe à la fois démographique et culturelle. Et enfin, troisième acteur, les Flamands, qui sont décrits comme un peuple en danger, une communauté qui risque de disparaître si elle ne se défend pas activement. Ce discours est efficace parce qu'il joue sur les peurs, il joue sur les angoisses identitaires. Il ne repose sur aucune preuve factuelle, mais il s'appuie sur un sentiment diffus de perte de repères, notamment face aux transformations de la société. Et c'est là que les théories du complot entrent en jeu. Exactement. Parce que si ces théories du complot fonctionnent si bien, c'est parce qu'elles exploitent des mécanismes psychologiques profonds qui influencent notre manière de percevoir le monde. Un des biais cognitifs les plus puissants à l'œuvre ici, c'est le biais de confirmation. C'est cette tendance naturelle que nous avons toutes et tous à privilégier les informations qui confirment nos croyances et à rejeter celles qui les contredisent. Concrètement,
Si quelqu'un est déjà méfiant envers les élites ou inquiet par rapport à l'immigration, il sera beaucoup plus réceptif à un discours expliquant que tout cela est le résultat d'un complot secret. Autre élément clé, les théories du complot fonctionnent en une opposition binaire entre un « nous » vertueux et un « eux » malveillant. Cela permet de donner une explication simple et rassurante à des phénomènes complexes. Et c'est justement ce qui fait que ces discours sont si puissants et si difficiles à contrer. Ils ne reposent pas sur des faits, mais sur des émotions. Ils jouent sur la peur, ils jouent sur l'indignation, le sentiment d'injustice. Tout à fait. Et c'est pour ça que la lutte contre le complotisme ne peut pas se limiter à apporter des faits en réponse à ces discours. Il faut aussi comprendre pourquoi les gens y adhèrent, comment ces récits répondent à des angoisses profondes et surtout, comment proposer des discours alternatifs crédibles et rassurants. Parce qu'au final, ce que cherchent les partisans de ces théories, c'est un sentiment de contrôle et d'appartenance à un groupe qui partage leurs préoccupations. Analysons tout cela en profondeur. Un bon exemple, c'est la manière dont le Vlaams-Belang associe systématiquement immigration et insécurité. Prenons les déclarations de Sam Van Rooij, député flamand du Vlaams-Belang. En 2022, il publiait sur le site du parti que l'arrivée de l'été signifiait aussi le retour, entre guillemets, de la terreur dans les piscines publiques. Il va attribuer ces violences, je le cite, à des jeunes musulmans issus de l'immigration africaine. Son message est clair, immigration égale chaos. Et cette stratégie rhétorique est extrêmement efficace. Pourquoi ? Parce qu'elle construit une peur diffuse, une menace constante. On ne parle pas ici de chiffres ou de faits véritables, mais d'un sentiment, d'une impression que les choses vont de mal en pis. L'immigration n'est pas présentée comme un phénomène social ou comme un enjeu de droits humains, mais comme une menace, comme une peur. L'idée du grand remplacement, ou ici du repeuplement, permet au Vlaams-Belang de légitimer des politiques extrémistes sous couvert de protection culturelle. Il explique qu'il ne s'agit pas seulement de contrôler les frontières ou de réguler l'immigration, mais bien de protéger l'identité flamande d'une disparition orchestrée. Un autre élément clé, c'est l'introduction d'une justification morale à ce discours. Nous écoutons Klaas Slootmans en 2021, pour qui le repeuplement serait un phénomène observable dans sa région, dans sa commune. Il explique mobiliser ce mot, malgré son histoire, malgré le fait que certains voudraient le censurer, car pour lui, le repeuplement, c'est un problème existentiel pour la Flandre. Nous l'écoutons. Daarvan. En daarom dat ik dat fragment ook uitgekozen heb. Ik vind dat echt een existentieel probleem voor de Vlaamse rand. En de gevolgen daarvan zijn zeer massief. Hè. Daling van het onderwijsniveau, stijging van de vastgoedprijzen, de aftakeling van het verenigingsleven, sociale cohesie, Vlaams karakter. Ja, dat is allemaal zeer destructief en dat is zeer betreurenswaardig. Dus daar vecht ik absoluut tegen. En ik denk dat er wel een aantal oplossingen ter zake zijn. Ja. Nous retrouvons bien ces justifications morales pour renforcer le discours. Le repeuplement serait un problème existentiel pour le niveau d'éducation, pour le prix de l'immobilier et pour la vie associative flamande. Un autre exemple, plus récent cette fois, Barbara Paes, une figure importante du Vlaams-Belang, qui déclarait en janvier 2023 dans un communiqué publié sur le site du parti que l'immigration représenterait une menace pour les droits des femmes à cause, je la cite, du raz-de-marée migratoire et du repeuplement qui l'accompagne. Alors, ce genre de déclaration cherche à élargir l'audience du message en donnant une légitimité supplémentaire aux thèses complotistes. Loin d'être une simple question d'identité, il s'agirait aussi de défendre les valeurs et les droits des populations locales. Mais attention, dans les discours du Vlaams-Belang, les droits des femmes sont instrumentalisés pour servir des discours islamophobes et xénophobes. L'un des mécanismes les plus puissants utilisés par le Vlaams-Belang, c'est aussi la disqualification systématique des critiques. Dès qu'un opposant conteste l'idée du grand remplacement, il est immédiatement accusé de nier l'évidence ou, je le cite, d'imposer une tyrannie de gauche qui chercherait à étouffer la vérité. Les théories du complot ont une autre force bien particulière. Elles ne se contentent pas de fournir des explications simplistes, elles renforcent aussi les identités collectives. Elles permettent aux partisans de ces idées de se sentir unis dans un combat contre un ennemi commun. Et cette construction identitaire repose toujours sur une opposition entre un « nous » menacé et un « eux » hostile. Et on voit bien comment cette logique se traduit dans des domaines très concrets. Prenons l'éducation. Le Vlaams-Belang ne se contente pas de dénoncer l'immigration en général,
Il attaque aussi la présence croissante d'élèves non néerlandophones dans les écoles flamandes. Et c'est là que réside le véritable danger du complotisme. Il ne se limite pas à quelques militants radicalisés sur les réseaux sociaux, il vise à structurer ou restructurer une manière de penser qui à terme doit influencer les décisions politiques. Au travers du terme omvolking, le Vlaams Belang parvient à organiser ses discours autour de 2 objectifs centraux. Premier élément, la justification pseudo-rationnelle et deuxièmement, la valorisation du groupe d'appartenance. Prenons le premier objectif, la justification pseudo-rationnelle, et pour mieux le comprendre, écoutons une interview de Dries van Langenhove par Tom van Grieken. Wel, die studie van Stadbel die toont aan dat ondertussen al 1 op de 3 inwoners van België van buitenlandse afkomst is. En eigenlijk staaft die studie wat het Vlaams Belang al tientallen jaren, al 40 jaar ondertussen zegt. En dat is dat wij vreemden worden in eigen land, dat wij in zekere zin ontvolkt worden. Dat zie je als je hier buiten komt in Brussel, maar dat zie je ook in Antwerpen, in Gent, in Vilvoorde. Bijna overal in Vlaanderen ondertussen. Dat zagen we ook bij uitstek op die rellen op het strand deze zomer, bij de rijen aan het OCMW. Ja, daar zie je dat Vlaanderen omvolkt wordt, dat wij vreemden worden in eigen land. Comme vous l'entendez, Van Langenhove avance des chiffres, une enquête ou des statistiques pour appuyer sa thèse. Mais ces chiffres sont utilisés de manière totalement biaisée. Ils sont pris hors contexte. Et puis, qu'importe, selon le parti, ce ne serait finalement que du bon sens. Tout le monde peut ou pourrait soi-disant observer le grand remplacement. Tout le monde pourrait le ressentir. Cette fausse rationalité permet de faire passer des arguments idéologiques sous le masque de la raison. Toujours se méfier des discours mobilisant l'argument de la raison, ou devrais-je dire la soi-disant raison. La raison, le pragmatisme, l'évidence. Ces notions peuvent masquer des présupposés ou des simplifications. Et la réalité est parfois bien plus complexe que ce qu'il n'y paraît. Deuxième objectif, en associant les populations immigrées à des menaces telles que l'insécurité ou la disparition des valeurs flamandes, le Vlaams Belang parvient à créer une véritable construction identitaire. Une identité qui se forge dans l'opposition à des ennemis moralement inférieurs, qu'il s'agisse des immigrés ou des élites. Cette valorisation du groupe d'appartenance, à savoir les Flamands, s'accompagne d'une déshumanisation des autres. Le discours du Vlaams Belang met en avant un cadre narratif où l'identité flamande, idéalisée et pure, est opposée à un ennemi extérieur menaçant et dégradant. Cette opposition simpliste transforme les débats complexes sur l'immigration en une lutte manichéenne entre le bien et le mal. Et c'est là que le pouvoir de ces discours devient aussi dangereux. Il simplifie à l'extrême des réalités sociales et politiques complexes pour transformer chaque individu en un soldat de cette bataille identitaire. C'est un appel constant à l'action, basé sur l'idée que si nous n'agissons pas maintenant, il sera trop tard. La question c'est donc comment réagir face à cette mécanique? Comment démystifier ce discours sur le repeuplement et déconstruire les mensonges qui les sous-tendent? C'est un défi de taille, mais essentiel. Et c'est là que l'éducation, l'esprit critique et la confrontation des idées sont essentiels. Il ne s'agit pas seulement de dénoncer ces discours, mais de comprendre comment ils se construisent et de développer des outils pour y résister. Le combat contre l'extrême droite et ses théories complotistes, ce n'est pas seulement un combat politique, mais un combat culturel, intellectuel et juridique pour remettre la réflexion, l'analyse critique, l'éthique et le droit au centre du débat. Face à ce défi, il est crucial de ne pas laisser ces discours simplistes et démagogiques prendre le pas sur des analyses plus nuancées et fondées sur des faits. Merci Marie pour tes analyses. De rien. Nous nous retrouvons très vite pour un nouvel épisode de Bas les masques, la chronique qui décortique les discours politiques. Restez curieux, à très vite.